procès qui se sont déroulés à Bruxelles, devant la cour de Cise. Tout à l'heure, nous évoquions, Tel évoquait la loi de compétence universelle, celle qui a effectivement permis que ces procès puissent avoir lieu. Eric, si tu veux nous rejoindre. Je te remercie, Jean-Pierre. Bonjour à toutes et à tous. On a parlé d'Éric David déjà abondamment. J'ai évidemment aussi mon histoire personnelle avec lui. Nous nous étions connus à Amnesty International, où nous avons milité longtemps ensemble. Et puis lorsque 1994 est arrivé, il fut le premier vers lequel je me suis tourné, bien entendu, pour rédiger les plaintes que nous avions décidé avec quelques Rwandaises et Rwandais de déposer alors que le génocide n'était même pas encore terminé. Donc ça date du mois de juin 1994. Je l'avais consulté en lui disant « Écoute mon vieux, là je vais vraiment avoir besoin de ton aide ». Et bon, il connaissait tout de la compétence universelle, on en a parlé tout à l'heure, de cette loi qui existait depuis moins d'1 an. Moi je n'en connaissais rien, il m'a tout appris. Voilà, et c'est comme ça que les premières plaintes ont été déposées, et je crois que la qualité de rédaction de ces plaintes, qui est due à évidemment, a été à la base d'un succès inattendu, puisque nous avons finalement eu des procès. Mais au moment où nous déposions ces plaintes, c'était un petit peu, comme je dis toujours, l'espoir des désespérés, c'est-à-dire que on avait confiance, on avait une foi dans la justice. Je dois dire que ce sont surtout les Rwandais qui m'avaient consulté, qui avaient foi en la justice. Mais sans rien en attendre réellement de concret, parce qu'on n'imaginait pas que un jour des procès puissent réellement avoir lieu. Et donc il n'y avait pas d'espoir de justice au niveau international. Et les criminels étaient répartis un petit peu partout dans le monde où ils avaient fui, mais aussi notamment en Belgique, et c'est une des choses qui a certainement stimulé les Rwandais qui m'avaient consulté, c'est qu'ils rencontraient des criminels dans les rues à Bruxelles, à Liège, et qu'ils ne pouvaient pas concevoir que ces gens restent impunis. Éric David a été un compagnon de presque tous les jours pour résoudre toutes les questions juridiques qu'on peut se poser, dans le cadre des procès d'assises comme dans le cadre d'autres procès d'ailleurs. Et je peux témoigner effectivement de ce souci qu'avait Éric par une interprétation des choses, d'étendre le plus possible les bras de la justice nationale et internationale pour atteindre des gens qui se croyaient à l'abri de toute poursuite. Pour parler de la justice et de l'histoire, des liens qu'il y a entre la justice et l'histoire, comment écrire l'histoire? C'est la question. Comment écrire l'histoire d'un événement qui n'a pas eu lieu? Certes, il y a eu le cataclysme de 1994, un événement que le monde a d'abord refusé de voir pour ce qu'il était, et qu'il a ensuite obstinément resserré entre deux dates, 100 jours. Comment écrire cette histoire qui a poussé sournoisement, en réalité, depuis un siècle, sur un semis de fantasmes coloniaux, fantasmes qui se sont transcrits dans les mythes fondateurs et qui infligent ces souffrances depuis aussi longtemps. Comment dire et écrire une histoire qui vient de si loin et qui, de surcroît, n'est pas terminée, 30 ans après la tragédie qu'il a révélée? Comment la dire et l'écrire sinon en la confiant
à ceux-là même qu'elle afflige, les Rwandaises et les Rwandais. Et aussi d'ailleurs à un certain nombre d'acteurs étrangers qui s'y sont mêlés, pour le meilleur comme pour le pire. Mais selon quelle méthode historique, puisque ce ne sera pas l'histoire des historiens? Comment entrer en matière, distinguer la vérité de l'erreur, décrire les étapes, les moments de bascule, les acteurs, les interactions, et aussi déceler comment cette histoire se trace en pointillé pour l'avenir? Eh bien, en suivant le cours de la justice, et plus concrètement celui des procès. L'entrée en matière, ce sont les plaintes déposées devant la justice par les victimes et rescapés. La méthode est celle qui permet d'établir la vérité judiciaire, avec certes le concours d'historiens qui sont entendus par les juges, mais pour l'essentiel au travers des acteurs de la justice, les rescapés, les parties civiles, les témoins et bien entendu les accusés. Et Dieu sait si les accusés nous en ont appris sur l'histoire. Le procès est par excellence le lieu d'interaction. En tout cas, dans notre tradition juridique romano-germanique, par rapport à la tradition anglo-saxonne, où les parties civiles prennent une part entière, puisqu'elles sont de réelles parties au procès. Le procès, on a pu le mesurer, est le lieu de l'apprentissage par métissage. Il est une sorte de tiers instruit au sens où l'entendait Michel Serres. Il croise expérience et savoir. Et non seulement on voit surgir l'histoire avec un grand H, mais les acteurs deviennent autres. C'est l'histoire de chacun qui est découverte et transformée et qui devient la grande histoire. On a vu une maman apprendre à l'audience où et comment étaient morts ses enfants. On a vu des rescapés interpeller des accusés, on a vu des accusés nier, d'autres se justifier, d'autres encore avouer au travers de leur dénégation. On a vu des mensonges crier la vérité. Les accusés découvrent leurs victimes et leurs histoires particulières. L'inverse est d'ailleurs vrai aussi. Et au travers de ces histoires particulières, nous apprenons tous et toutes l'histoire du Rwanda. Et d'ailleurs aussi de la Belgique et de la France. Personne n'en sort indemne. L'accusé est obligé de reconnaître l'existence de ceux qu'il était chargé d'exterminer et dont la seule présence lui révèle et lui impose l'échec de l'entreprise d'extermination. Et il découvre d'autres phases de l'histoire par rapport à la représentation qu'il s'en faisait. Les procès auxquels j'ai assisté, que j'ai portés, furent les porteurs d'une vertigineuse pulsion de compréhension. Il s'est passé l'impensable entre avril et juillet 1994. Comment penser pourtant, parce qu'il le faut bien, ce qui est arrivé lorsque c'est impensable? Eh bien, ce sont les veuves de Sauvou. C'est Spéciose, Florida, Yvette, Laurien, Ephrem, un accusé, Yolande, et évidemment des dizaines et des dizaines d'autres.
Ce sont toutes ces personnes, à commencer par les plus démunies, qui ont vécu l'histoire rwandaise des plus de 30 ans, qui ont conduit au génocide. Et puis bien sûr le génocide lui-même, qui nous ont donné les clés de la pensée et de la compréhension. Et elles n'ont pu le faire qu'en participant au lent travail de la justice. Les procès racontent donc cette grande histoire rwandaise, telle qu'elle a été révélée au cours d'un cheminement douloureux par leurs acteurs. C'est une histoire qu'on ne lit pas dans les livres d'histoire. Elle est faite de chair et de sang, d'émotions et de chagrin, mais le chemin par lequel cette histoire a pu être restituée permet de dépasser cette tragédie incompréhensible, parce que précisément l'essence de la justice n'est pas seulement de punir. Elle est aussi, peut-être surtout, de fonder l'avenir en traçant un chemin de réhumanisation sous les pieds de chacune et de chacun. Parce que l'histoire est dite, parce qu'elle peut désormais être reconnue. Pour ces raisons, elle est un chemin de reconstruction pour les victimes. Et qui inflige ses souffrances depuis aux France, ait eu lieu devant des cours d'assises. C'est-à-dire devant des jurys populaires, et sous le fait qu'ainsi, devant tout le monde, l'instruction de chaque affaire ait eu lieu intégralement à l'audience. On a pu constater, entre autres, l'abîme qu'il y a entre les déclarations faites dans le cabinet d'un juge d'instruction ou devant des enquêteurs et ce qui se passe à l'audience, qui est une sorte de scène où se restitue tout le tragique de l'histoire, où les acteurs du procès se dépassent littéralement, trouvent enfin la force de tout dire, comme transcender de se trouver devant la justice, à qui ce que l'on a vu, vécu et entendu doit être dit. Et je pourrais raconter des anecdotes en quantité sur ces témoignages dont on se dit le matin, est-ce que je vais y assister? J'ai d'autres choses à faire. L'audience de cet après-midi, d'après le PV des enquêteurs de ce témoin-là, m'indique qu'on va perdre son temps. Et puis on reste parce qu'on a l'expérience des procès. Et cet après-midi-là, grâce à ce témoin-là, change le cours du procès. Les victimes et rescapés, les témoins, les accusés eux-mêmes, les enquêteurs, confrontés les uns aux autres pendant chaque fois de 6 à 10 semaines d'audience, et les jurés, nous ont fait vivre la genèse du génocide, qui, comme je l'ai rappelé, remonte à très loin. Nous avons entendu les récits des souffrances endurées pendant des décennies, spécialement depuis l'indépendance du Rwanda. Ils nous ont donc fait vivre le long et lent chemin de douleur dont nous avons appris avec elles et eux, a posteriori, qui devait fatalement conduire à la tragique impasse. Ils nous ont appris comment l'État rwandais a, au bout de ce chemin, préparé ce qui devait être une solution finale à la question, ou la soi-disant question ethnique, au cours des 3 années qui ont précédé le génocide, le développement de la propagande, les ressorts psychologiques des bourreaux comme des victimes, le déclenchement du génocide et son déroulement. Pour ne prendre qu'un exemple concret, on aborde souvent la question de la planification et de la préparation du génocide par ce qui s'est passé dans le haut de la hiérarchie. Dispose-t-on des indices ou des preuves, de documents écrits, d'archives qui révèlent l'implication des cerveaux?
Ce serait plutôt par ce chemin-là que les historiens travailleraient. Et c'est évidemment essentiel. Mais les signes les plus évidents se trouvent pourtant au ras du sol. Le banquier est accusé, Ephrem Kezabera, qui était aussi membre du comité national des Interahamwe, qui faisait le tour des barrières à Kigali pendant le génocide, qui était condamné pour des viols commis sur des femmes Tutsis, nous a expliqué en détail comment les banques rwandaises ont contribué à préparer le génocide pendant les 2 années qui l'ont précédé, et comment les Interahamwe ont lentement été inscrits entre 1992 et 1994 dans un projet consciemment et ouvertement génocidaire. Nous étions sidérés. Au cours du procès de Kibungo, les témoins, Hutu comme Tutsi, ont attesté de nombreuses réunions depuis 1993 où l'on conditionne les esprits et où on dévoile le projet. Il s'agit d'un projet d'extermination présenté comme une issue inéluctable et expliqué ouvertement dans des salles de fête communales. Les futurs leaders des tueries à Kibungo ne s'en cachent pas. Nous les exterminerons. Les esprits qui sortent échauffés de ces réunions rencontrent des Tutsis en ville, sur les routes, et leur crient à la figure qu'ils les extermineront. Nous allons vous exterminer. L'heure des Tutsis est bientôt là. On va jusqu'à en parler ouvertement dans les cabarets, autour des terrains de football, partout. C'est le Hutu et le Tutsi de la rue qui, à l'audience de la cour d'assises, décrivent cette ambiance et la constitution de stocks de machettes, l'activité préparatrice de Pierre Célestin Rwagafilita, puisqu'il s'agit de Kibungo, le rôle de la Bralirois, l'entraînement des milices Interahamwe. Les procès nous ont permis aussi d'explorer la question abyssale du moteur de l'histoire, de ce qui détermine des professeurs d'université, des religieux, des commerçants, des dirigeants d'entreprises, des banquiers et des hauts fonctionnaires à devenir génocidaires, y compris, le moment venu, à participer concrètement au massacre. Ils ont décrit les violences à l'égard des femmes qui constituaient le cœur de la propagande du génocide. Des historiens sont venus nous exposer que ces violences sont malheureusement universelles dans ce genre de tragédie. Leur position aurait pu prévenir le génocide, éviter des massacres, sauver quelques personnes, enfin de nous tous, comme citoyens et citoyennes qui, par manque de conscience ou encore imprégnés des stéréotypes coloniaux, contribuons malgré nous à perpétuer une culture fondée sur l'anéantissement. Mais les procès nous ont raconté aussi l'actualité du génocide. Comment il détermine 30 ans plus tard la vie des Rwandaises et des Rwandais et comment le négationnisme, paradoxalement, le perpétue. Les procès ont mis en lumière qu'il n'y a pas de passé, mais un présent continu pour les victimes comme pour les bourreaux, et que ce présent dure depuis vraiment très longtemps. Ils ont permis également de situer le génocide des Rwandais Tutsis dans la grande histoire universelle de notre civilisation, dont il fut le produit. On a parlé tout à l'heure de décloisonner le génocide des Tutsis. On a fait cela pendant les procès. Ainsi ont été abordés les thèmes de la colonisation, du patriarcat, de la langue du génocide. Comment cette langue a, pendant le demi-siècle qui a conduit au génocide,
en façonnant une perception de la réalité rwandaise finalement partagée par chaque Rwandais et chaque Rwandaise, y compris les Tutsis. Comment cette langue a donc répandu de manière virale cette évidence qui a explosé le 6 avril. La justice punit le criminel. Pour y arriver, elle établit et consigne les faits. Ce faisant, elle est un puissant acteur de mémoire. Plus important encore, elle rend le négationnisme lui-même criminel. Nuremberg a été le creuset de lois punissant le négationnisme. La Belgique a criminalisé le négationnisme du génocide des Tutsis par une loi de 2019 en s'appuyant sur la reconnaissance de ce génocide par le TPIR. Finalement, on n'a pas encore trouvé mieux pour attester et rendre incontestable l'existence même d'un génocide qu'une décision de justice. Les Arméniens sont là, on nous l'a rappelé ce matin, Michel, pour éprouver ce qu'il leur manque du fait de n'avoir pas eu une juridiction internationale qui puisse attester leur génocide devant l'histoire. Ainsi, les Arméniens ne peuvent espérer que dans le jugement de l'histoire, selon la formule consacrée, ils restent à la merci des négationnistes et des calculs politiques de tous Zacharie. L'échec de la victoire de la voie judiciaire, l'échec de la voie judiciaire de répression du génocide conduit à la négation de l'histoire. Cependant, il faut bien reconnaître que la justice n'a pas le dernier mot. Les historiens ne sont pas limités par le temps du procès. Des accusés ont été acquittés par le TPIR, pas nécessairement à raison, et même parfois manifestement à tort. Et de nombreux coupables ne seront jamais jugés. La qualification du massacre de Srebrenica comme crime de génocide est aujourd'hui discutée. La décision de justice est évidemment définitive et des effets sont associés à ce caractère définitif. Srebrenica est définitivement, sur le plan du droit, un crime de génocide, même si juristes et historiens pourront le discuter à l'infini. L'histoire des historiens a alimenté les procès qui, à leur tour, la nourrissent. Et ensuite, bien entendu, viendra le temps long de l'exploitation des sources et des archives qui compléteront les tableaux issus des procès. L'un et l'autre, la justice et tous les acteurs de la justice, et de l'autre, c'est-à-dire les historiens, se passent le témoin de cette longue course de fond qu'est la recherche de la vérité. Je voudrais, pour terminer, dire quelques mots sur les procès Gacaca. Plusieurs témoins qui ont comparu à Bruxelles dans le cadre du procès Neretse en 2019 et qui avaient été condamnés par des juridictions Gacaca et purgé leur peine, ont admis s'être trompés et avoir pu, au travers de leur procès et des aveux qu'ils y ont faits, et grâce à leur peine, réintégrer leur communauté de vie sur la commune, jusqu'à exhorter Neretse à faire de même. Ce constat pourrait appuyer la conclusion que les procès Gacaca ont permis aux rescapés et aux accusés de s'approprier une histoire commune, apportant ainsi une contribution particulière à la restauration de la cohésion sociale. Une justice des voisins après un génocide des voisins. Il est remarquable à ce propos, puisque je lui emprunte l'expression, que le livre de Hélène Dumas, Le génocide au village, soit documenté pour l'essentiel par les audiences Gacaca.
Une justice évidemment imparfaite comme la nôtre, mais ressentie peut-être comme plus légitime car plus inclusive. Notre système occidental est plus clivant, plus individualiste, et j'ai parfois pu avoir l'impression que l'on en ressortait clivé. La justice des Gachacha est peut-être plus réhumanisante, sa perspective est tournée vers l'avenir, elle a peut-être créé les conditions d'un nouveau vivre ensemble, entre autres en rendant possible le partage d'une histoire commune. Sans doute avons-nous, ici, à apprendre des solutions expérimentées là, pour faire évoluer nos propres pratiques judiciaires, pour tendre vers une justice plus pacificatrice, car productrice précisément d'histoire, et d'histoire partagée. Il est important, nécessaire, vital même que l'histoire des procès, le contenu des dossiers et des débats soit mis à la disposition du public le plus large possible, pour donner lieu à des publications académiques, la reconstitution d'histoire familiale au travers de la documentation judiciaire disponible. Marie Ferenc, tout à l'heure, nous a dit que la documentation des procès du TPI était disponible pour tous, parce que tout a été enregistré, parce que tout a été retranscrit. Et il est déplorable à ce sujet que les procès n'aient pas été systématiquement enregistrés en Belgique. On dispose de 2 enregistrements intégraux, le procès de 2001 et celui de 2019. C'est tout. Ces enregistrements sont dus, comme vous le savez peut-être, à l'initiative de l'ONG RCN Justice et Démocratie. Le premier enregistrement a été retranscrit et est disponible en ligne sur son site. Le deuxième n'est disponible qu'en audio et pour des fins académiques. C'est à cette condition que l'autorisation d'enregistrement a été donnée en 2019 par la présidente de la Cour d'assises. C'est bien maigre. En France, à ma connaissance, aucun des procès n'a été enregistré. En revanche, les procès Gachacha sont quant à eux parfaitement documentés. C'est le Rwanda qui finalement nous met au défi d'en faire autant. Je vous remercie. Magnifique, qui nous replonge au cœur des procès que vous avez animés. Restons dans l'histoire avec Jean-Philippe Schreiber, qui s'apprête à... Donc, vous me surprenez en me proposant de prendre la parole maintenant plutôt que cet après-midi, comme c'était prévu. Mais en plus, le lien est clair, mais vous me mettez face à redoutable tâche de parler après le magnifique exposé d'Éric Gillet qui m'a profondément ému et auquel j'ai trouvé un intérêt considérable qui me fait regretter de ne pas lui avoir soumis le manuscrit de mon livre avant de le publier, parce qu'il a beaucoup à dire, évidemment aussi, bien plus que moi, sur le dernier de ces procès d'assises, à savoir, enfin l'avant-dernier plutôt, le procès Meretze. C'est donc du procès Meretze que je vais vous parler, et merci d'avoir évoqué le fait qu'un ouvrage paraîtra dans les jours qui viennent à ce sujet. Je ne suis pas là pour faire la publicité de cet ouvrage, mais peut-être est-ce une façon de dire qu'il est en quelque sorte l'aboutissement de 30 ans d'hésitation avant d'avoir trouvé les ressources psychologiques en soi pour enfin publier un livre sur le génocide au Rwanda, une histoire que, comme d'autres, j'ai vécu en spectateur un peu, non pas inattentif, mais en tout cas trop peu engagé à partir du 7 avril, de sorte que lorsque le crime est à peine consommé, nous avons, à quelques-uns, avec quelquefois chevillé au corps, la culpabilité de n'avoir pas été suffisamment apte à saisir réellement ce qu'il se passait le 7 avril et dans les jours qui ont suivi. Nous avons enfin pris l'initiative, à partir de l'été 1994, de réfléchir à ce qui s'était passé, de contribuer à en faire mémoire et d'agir enfin, mais
mais évidemment trop tard, si ce n'est pour porter cette mémoire et pour porter le flambeau de la mémoire. Ce qui est l'occasion d'évoquer pour moi aussi Éric David, parce que c'est dans ce contexte-là que j'ai fait sa connaissance lorsque nous avons travaillé ensemble durant les premières semaines d'août 1994 à rédiger un appel international qui visait à la création, à susciter la création d'un tribunal pénal international, chose qui a été difficile, ça a été évoqué notamment par Marie Frenz, chose qui a été difficile d'accomplir avant la fin de l'année, alors que bien sûr, non seulement le crime avait été accompli, mais lorsqu'aussi des avis très divergents, au mépris des victimes, des avis très divergents, se manifestaient quant à ce que devait être l'objet même de ce tribunal pénal international. Je voudrais donc revenir, si vous le permettez, sur le procès Meretze que j'ai pu suivre en novembre et décembre 2019, un procès qui, vous le savez, était sans précédent, puisque même s'il y avait déjà eu des procès d'assises concernant le génocide commis contre les Tutsis en Belgique, dans les années qui ont précédé, il s'agit du premier procès qui a été organisé en Belgique sur base d'une incrimination de génocide, ce qui lui donne un sens tout à fait particulier. Et le principal protagoniste de ce procès de la fin de l'année 2019, c'est Fabien Meretze, qui était un homme dont on peut dire qu'il était un homme clé dans les structures de l'État au Rwanda avant le génocide, un homme qui était un haut fonctionnaire, qui était à la tête d'une entreprise d'exportation de café qui, comme vous le savez, constituait avec un rôle tout à fait considérable dans l'économie du Rwanda pré-génocidaire. Et Fabien Meretze joue un rôle clé dans le génocide, effectivement, parce qu'il va activer le processus génocidaire dans sa localité d'origine de Matala, à partir du moment où il y arrive, à savoir le 16 avril 1994, comme l'a montré l'instruction des faits menée au procès de Fabien Meretze en novembre et décembre 2019. Ce qui m'a intéressé, c'est bien sûr à la fois d'une manière moins saisissante sans doute que les mots d'une grande efficacité qu'a utilisé tout à l'heure Éric Gillet, mais ce qui m'a préoccupé en écrivant ce récit, c'est à la fois de restituer l'atmosphère de ce procès de 2019 et le déroulement des audiences. Le déroulement des audiences, c'est ce que les audiences portent à la fois de récit et de symbolique. Mais ce qui m'a préoccupé avant tout, c'était de montrer quelles sont les questions qui émergent au cours de ce procès. Questions fondamentales qui ont trait à la mémoire, qui ont trait au témoignage, qui ont trait à la nature même du crime de génocide et à sa singularité, qui ont trait, entre autres choses, au rôle de l'Église catholique, par exemple, pendant le génocide. Je voudrais retenir ici dans mon exposé deux questions tout à fait particulières qui ont émergé durant ce procès, que je voudrais traiter en quelques mots. D'abord la question du négationnisme, qui est bien sûr une question fondamentale, et la question du racisme aussi, en l'occurrence, le racisme anti-Tutsi, et en particulier la projection sur les Tutsis de la figure éternelle de bouc émissaire, qui est la figure du juif. De sorte que, d'une certaine façon, les Tutsis, dans la propagande raciste qui a été développée contre eux, ont d'une certaine façon été sémitisés, rendus en quelque sorte étrangers au Rwanda, comme les Juifs tout au long de l'histoire ont été rendus étrangers aux sociétés dans lesquelles ils ont pourtant vécu pendant des siècles. Je l'ai fait en interrogeant la rhétorique de la défense, cette rhétorique extrêmement idéologique de la défense de l'accusé au cours du procès Meretze, et puis aussi le discours de témoin que cette défense fait entendre tout au cours du procès d'assises. Tout d'abord, le discours au procès de l'avocat principal de Fabien Meretze, Jean Flamme qui a d'ailleurs été
un avocat aussi durant certains des procès menés devant le TPIR. Le discours au procès de Jean Flamme, qui est un discours que l'on peut qualifier de profondément négationniste, avec ici une manière extrêmement performative de livrer ce procès, puisqu'il bénéficie de l'immunité de plaidoirie. Ce discours repose sur quelques-uns des principes suivants que je vais vous énoncer très rapidement. D'abord, l'idée que le génocide commis contre les Tutsis serait en réalité une machination Tutsi, une espèce d'énorme manipulation. Le fait que, et il le répète souvent tout au long du procès, le fait que les vrais génocidaires seraient désormais au pouvoir, à Kigali, depuis juillet 1994. Ce sont eux, les vrais génocidaires, et pas ceux qui, à l'instar de Meretze, sont l'objet de pensées en assises. Troisième principe qu'il développe, c'est l'idée que la population Hutu aurait en 1994 agi en situation de légitime défense et aurait opposé en quelque sorte des représailles légitimes à la guerre qui était menée contre le Rwanda depuis octobre 1990. Ça aurait donc été en avril 1994 une colère spontanée, nous répète-t-il à plusieurs reprises, et bien sûr tuer en état de légitime défense, c'est donc en conséquence se voir en grande partie absous du crime du fait de ces circonstances largement atténuantes. Et puis dernier point concernant Jean Flamme, c'est que sa rhétorique négationniste repose presque totalement, et il brandit souvent ce livre, repose presque totalement sur l'argumentaire du livre, celui-là violemment négationniste de la journaliste canadienne Jody Prévert, qui, par hasard, ou à dessein, au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2019, précisément, fait une tournée de promotion de son livre en Europe occidentale, et notamment en Belgique, où elle est accueillie, curieusement, dans certaines universités, en particulier du côté flamand de notre pays. Deuxième aspect de cette rhétorique de la défense, c'est qu'elle présente la rébellion incarnée par le FPR comme responsable d'un autre génocide qui aurait été commis contre les Hutus. Et puis même le FPR serait le vrai responsable du génocide des Tutsis. Génocide qu'il aurait provoqué pour prendre le pouvoir, sacrifiant ainsi, parce que l'expression n'est pas de moi, mais elle est dans la bouche de certains des défenseurs de l'RNC, sacrifiant les Tutsis de l'intérieur au bénéfice des Tutsis de l'extérieur. Donc non seulement le génocide serait une machination ou manipulation, mais en outre, le FPR aurait, pour prendre le pouvoir, fait ce sacrifice des Tutsis de l'intérieur au bénéfice des Tutsis de l'extérieur. Il y aurait donc une énorme manipulation dont nous serions les dupes depuis 1994, et un autre des témoins, dits témoins experts avancés par la défense de Meretze au procès, le témoin Joseph Matata, dit au procès que le FPR aurait polarisé les relations entre Hutus et Tutsis en provoquant la guerre à partir d'octobre 1990, qu'il aurait, je le cite, infiltré les factions extrémistes Hutus afin de provoquer encore davantage de morts Tutsis, et qu'il aurait planifié et commis nombre de crimes dans le secret. Cette idée du secret est souvent évoquée aussi, qu'il aurait en quelque sorte fomenté un large complot, un complot financé par les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël. Idée donc d'une machination, idée d'un complot, idée d'une histoire que nous ne verrions pas. Nous serions les dupes d'un récit construit depuis 1994 qui aurait visé à nous faire croire que les Tutsis seraient les victimes et que les Hutus seraient les bourreaux, mais en réalité, dans le discours de la défense, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, ce seraient les Hutus qui seraient les victimes et les Tutsis les bourreaux. Un autre témoin, dit témoin expert
avancée par la défense au procès Neretse est l'ancien ambassadeur de Belgique à Kigali, à la veille du génocide, le social-chrétien Johan Swinnen, et plusieurs d'entre vous qui étiez présents au procès, j'en vois plusieurs dans la salle aujourd'hui, outre Éric Gillet et André Martin Carambosi, qui faisaient partie des avocats des parties civiles, vous vous souviendrez de cette déposition assez incroyable qui va entraîner une réaction extrêmement courroucée de la présidente de la cour d'assises, au cours de laquelle Johan Swinnen, qui se pare de cette espèce d'aura qu'il se donne lui-même d'ancien ambassadeur et du prestige de sa fonction, et aussi de l'observateur de première ligne qu'il était en étant à Kigali durant les 4 années qui ont précédé le génocide et les premiers jours du génocide. Johan Swinnen donc va déposer et livrer un discours ahurissant dans lequel notamment il avance cette très curieuse et très violente théorie du complot, cette espèce de thèse conspirationniste, l'ensemble des accusations non seulement contre le pouvoir en place à Kigali aujourd'hui, l'ensemble des accusations contre le FPR, à savoir cette rébellion qui a gagné la guerre et qui a mis fin au génocide, mais l'ensemble également des accusations très violentes contre les historiens les plus sérieux qui ont étudié les événements de 1924. Selon lui, il y aurait bien eu génocide, il ne le nie pas, et il serait difficile de le nier, puisque même les instances internationales l'ont finalement avalisé, mais on n'aurait pas poursuivi les vrais coupables de ce génocide, sous-entendu, le FPR aurait été l'instigateur du génocide commis au printemps 1994. Les racines, les éléments essentiels de la méthode développée pour sa défense par les avocats de Fabien Neretse, permettez-moi donc de m'appesantir quelque peu sur cette sur ce double aspect, d'une part la thématique raciste et d'autre part la thématique négationniste. D'abord, on le sait, et Éric Gillet l'a rappelé en disant que les fantasmes coloniaux ont été à la base de l'idéologie génocidaire et à la base même du récit livré par les autorités du Rwanda indépendant pour comprendre son histoire et pour comprendre ses ressorts sociaux. L'on sait donc qu'il y a une ligne droite entre les fantasmes de l'anthropologie coloniale et l'anthropologie missionnaire aussi d'une part, et l'idéologie génocidaire de l'autre. Progressivement ethnicisé, et ce dévoiement de l'histoire du Rwanda à travers cette lecture ethnicisée a été remarquablement analysé par certains, et notamment dans la très brillante thèse de Léon Sor, que certains d'entre vous connaissent, thèse qui montre quelle a été l'articulation de ce discours et sa cristallisation dans les années 50, en montrant la progressive racialisation de la question sociale qui s'énonce à partir des années 1950 au Rwanda. Ce discours raciste donc, qui s'est magnifié dans l'idéologie indépendantiste Hutu et puis dans l'enseignement tout simplement prodigué au Rwanda indépendant, puis finalement dans l'idéologie génocidaire, repose sur une sorte de suspicion constante envers les Tutsis. Suspicion de ne pas être africain, suspicion d'être en réalité des colonisateurs, des conquérants, des envahisseurs étrangers qui n'ont eu d'autre ambition que d'être des exploiteurs des Hutus et de leur voler leur territoire. C'est ce discours raciste qui imbibe le livre de Jody River et qui imbibe le discours de la défense lors du procès Neretse.
Marcel Cabanda et Jean-Pierre Chrétien, qui devaient être des nôtres aujourd'hui, qui malheureusement ne le sont pas, je crois, ne le seront pas, ont parlé à ce sujet de la, j'utilise leur expression qui est évidemment pleine d'ironie, ne la prenez pas au premier degré, ils parlent dans leur livre qui est consacré à la théorie analytique, ils parlent de la traque des faux nègres, une expression qui synthétise en quelque sorte cette suspicion quant à la véritable africanité des Tutsis. Et donc c'est un discours qui repose sur cette idée d'une altérité qui ferait remonter les origines des Tutsis, non pas à l'Afrique, mais au Moyen-Orient, dans cet ailleurs dont ils seraient venus pour s'emparer du Rwanda et pour s'approprier le Rwanda à travers une sorte d'invasion, d'envahissement venant du Moyen-Orient vers l'Afrique centrale par l'Égypte et les sources du Nil. Cette idée qui refuse l'africanité des Tutsis repose donc sur cette hypothèse hamitique qui a souvent été au fondement de l'idéologie génocidaire. Cette théorie hamitique constitue aussi une sémitisation des Tutsis. Et cette sémitisation des Tutsis est courante depuis l'idéologie missionnaire du début du XXe siècle. On trouve déjà dans les textes missionnaires et dans les textes des premiers anthropologues du Rwanda cette idée que les Tutsis seraient en quelque sorte les Juifs de l'Afrique de l'Est et qu'ils seraient venus d'ailleurs pour, de la même façon que les Juifs dans la doctrine antisémite, seraient là pour conquérir le pouvoir, seraient là pour conquérir les territoires, seraient là, en Europe notamment, pour déstructurer la cohésion sociale. Eh bien, cette conception projette sur les Tutsis cette même idée qu'ils auraient en quelque sorte, à l'instar des Juifs, eu pour ambition de s'emparer du pouvoir, de déstructurer une éternelle cohésion sociale qui aurait eu cours au Rwanda jusque-là. Elle dit aussi en substance que les Tutsis seraient comme les Juifs, une race certes supérieure, mais une race immorale. Thématique qu'on retrouve bien sûr dans l'idéologie génocidaire, et notamment dans le journal Kangura, le journal qui en quelque sorte synthétise les idées le génocidaire la veille des événements de 1994. Consultez Kangura, vous verrez qu'on y évoque les Tutsis comme un peuple élu de Dieu, bien sûr en stigmatisant une supposée arrogance Tutsi, peuple élu de Dieu, avide de pouvoir et d'argent. Donc on retrouve très fréquemment, depuis le début du XXe siècle, et encore davantage pendant le génocide, puis encore dans le discours négationniste, jusque dans les termes utilisés par les avocats de la défense au procès de Fabien Neretse, cette projection des fantasmes antisémites produits sur les Juifs à l'égard des Tutsis, et cette manière qu'ont plusieurs intervenants au procès, qu'ils soient des défenseurs de Neretse ou des témoins, de faire en quelque sorte des Tutsis les Juifs de l'Afrique de l'Est. Autre analogie entre Tutsis et Juifs, les Tutsis dans ce type de discours se caractériseraient en particulier par l'art du mensonge. L'art du mensonge, l'art de la dissimulation, l'art de la duplicité. Au procès, les avocats de Neretse ont usé de l'argument, je cite, selon lequel le concept de vérité n'a pas le même contenu au Rwanda qu'ailleurs, ce qui est une manière de considérer que les Tutsis seraient culturellement, voire intrinsèquement des menteurs. Plusieurs des témoins avancés par la défense nous disent quelque chose de ce type de vice, cette manière culturelle d'être des menteurs, d'être dans le secret, de parler dans un langage qui fait du mensonge par omission notamment une constante culturelle, un vice que l'on a souvent au cours de l'histoire projeté à l'égard des Juifs également, qui auraient été constamment considérés comme des menteurs, des duplices, etc. Et vous rappellerez bien évidemment cette horrible et terrible formule du journaliste révisionniste Pierre Péan qui a légitimé cette idée que les Tutsis se caractériseraient par une, je cite Pierre Péan, par une culture du mensonge et de la dissimulation. Cette formule de Pierre Péan a fait florès et a été utilisée par d'aucuns pour
stigmatiser notamment le FPR et ses responsables politiques, mais aussi de manière plus large l'idée que les Tutsis auraient été éduqués à lutter sans cesse du mensonge, de la duplicité et de l'art de mentir. Au procès et dans d'autres cénacles négationnistes, réifient d'anciens préjugés, les uns, les Tutsis étant considérés comme, je cite, supérieurs, intelligents mais fourbes, et les autres Hutus comme inférieurs, aimables et obéissants. Cette dualité, évidemment extrêmement caricaturale, a souvent été véhiculée, même parfois dans des bouches extrêmement bien intentionnées. C'est ce type de discours raciste que l'on trouve, bien sûr, dans l'idéologie génocidaire, dans la propagande négationniste et même dans la bouche de certains avocats et de certains témoins experts au cours du procès Nemetz. Deuxième thématique, et qui est évidemment intrinsèquement liée, c'est la thématique révisionniste. Il a été question déjà ce matin de la thèse dite du double génocide, là aussi empruntée entre autres journalistes français négationnistes Pierre Péan, cette théorie qui dilue complètement la notion de génocide, qui en efface le caractère intentionnel, ce qui est pourtant sa nature même, théorie du double génocide qui vide le génocide de sa substance et en pervertit complètement le sens. Et là encore, on se trouve dans une sorte de rhétorique de l'inversion. Les Tutsis seraient non seulement rendus coupables d'un autre génocide qu'ils auraient commis contre les Hutus, mais ils seraient même les véritables instigateurs et les véritables animateurs des milices Intera Amue, chose que l'on entend dans la bouche notamment de Jean Flamme, l'avocat de Fabien Meretze au procès. Donc encore une fois, l'idée que les Tutsis seraient responsables du génocide des Tutsis. C'est une rhétorique qui repose sur une thèse développée par un perlant, Serge de Souterre, qui a notamment devant le TPR défendu l'idée selon laquelle les Tutsis seraient les véritables auteurs du génocide, celui commis contre les Hutus, et à ce point manipulateur qu'ils auraient fait croire à un génocide commis par les Hutus contre les Tutsis, alors que les Tutsis auraient la seule véritable responsabilité des massacres qui avaient été commis contre eux. Il y a donc dans cette révision des faits une constante transmutation des victimes en coupables et bien sûr inversement des coupables en victimes. Et de ce procès, un procès idéologique. Le génocide, nous disent les défenseurs de Fabien Meretze au procès, le génocide serait la libération de siècles d'esclavage pour les Hutus. Les Tutsis seraient les oppresseurs éternels des Hutus, et l'avocat Jean Flamme brandit le livre de Judy Révert pour reprendre l'idée que développe Judy Révert dans son livre d'un Tutsiland, de cette ambition de nettoyer le Rwanda de ses habitants originels au bénéfice d'un pays dominé par les Tutsis. C'est donc un complot Tutsi, un complot au moment du génocide, mais c'est aussi un complot Tutsi par la suite, un complot pour nous faire croire à un récit qui ne serait pas le véritable récit des événements. Donc la manipulation, la machination Tutsi, elle se développerait après le génocide aussi, pour écrire une histoire qui ne reposerait sur aucun fondement, et cela du fait d'une communauté diasporique. Là encore, on retrouve l'analogie avec les Juifs sous l'effet d'une communauté diasporique Tutsi qui est supposée puissante, intrigante, capable même de nous faire croire à un récit complètement dévoyé des événements. L'ancien ambassadeur Johann Sünen, que j'évoquais tout à l'heure, utilise des termes qui ont presque une connotation religieuse. Il parle d'un agenda machiavélique du FPR. Il s'agirait d'un complot intérieur mené par une cinquième colonne, ce qui justifierait évidemment les massacres dans son discours, puisque tous les Tutsis auraient été par analogie des soldats du FPR.
dès le moment où on considère qu'il y a une machination, un complot, une cinquième colonne agissante sur le territoire du Rwanda en 1994, eh bien, tous les Tutsis du Rwanda deviennent des complices du FPR qui mène la guérilla sur les frontières depuis octobre 1990. Et donc, comme ils sont par analogie des soldats du FPR, cela justifie la légitime défense à leur égard, cela justifie que l'on s'en prenne à eux, cela justifie qu'on les élimine. Il y a en quelque sorte une politisation des victimes, ce qui conduit à l'absolution des tueurs. Et Jean Flamme n'a de cesse au cours du procès de parler de légitime défense et même de résistance pour évoquer la manière dont ceux dont nous savons qu'ils sont des génocidaires s'en prennent aux Tutsis. Voilà donc tracé, et j'en viens à ma conclusion, voilà donc tracé ces deux thématiques du révisionnisme, du négationnisme et du racisme qui sont au cœur du discours de la défense au procès. Et j'en viens à ma conclusion. Ma conclusion ne sera pas d'évoquer le fait, parce que ça est sans importance, que Fabien Meritze ait été condamné à 25 ans de prison. Bien sûr, l'essentiel est qu'il ait été condamné, mais la nature même de sa condamnation importe peu. Ce qui importe, c'est ce qui s'est produit au procès. C'est le fait, comme l'évoquait tout à l'heure Éric Gillet, que ce procès ait pu se faire, ait pu produire un récit qui n'est pas un discours d'histoire, qui est un discours d'une autre nature, mais qui est absolument nécessaire pour rendre justice, pour aider à la réhabilitation des victimes survivantes, pour faire mémoire, bien entendu, et le plaidoyer de Gilles à cet égard était tout à fait fondamental tout à l'heure. En revanche, et c'est le point sur lequel je souhaitais porter ma conclusion, parce que ça me semble essentiel, le procès, s'il contribue à dire le droit et à faire l'histoire, et à porter une mémoire, le procès a aussi un effet en quelque sorte pervers. Il est d'une certaine façon contre-productif aussi, dans la mesure où il contribue à propager en toute impunité, étant donné l'immunité de plaidoirie dont bénéficient les avocats du prévenu, il contribue à propager une propagande négationniste éhontée, un discours raciste, on l'a entendu, et un dévoiement des faits que l'on peut considérer, en tout cas que l'historien que je suis considère complètement scandaleux, pour ne pas parler de la litanie de contre-vérités qui sont véhiculées tout au long du procès. Donc le procès est ambivalent. À la fois, il contribue à dire l'histoire, il fait mémoire, mais il propage aussi des contre-vérités, il propage un discours négationniste, et tout cela peut être produit et reproduit sans aucune contestation véritable. En tout cas, les avocats ne peuvent évidemment pas être poursuivis pour ce qu'ils disent en défendant leurs clients. On ne peut donc faire justice sans qu'il y ait à cela un prix dont on doit aussi tenir compte. Un prix qui est un prix politique, qui est un prix moral et qui est un prix mémoriel. Parce que le procès d'assises, qui a été médiatisé durant les longues semaines où il a eu cours, je parle ici du procès Meritze de novembre et décembre 2019, mais bien sûr il y a une quantité d'autres procès où les mêmes mécaniques ont été à l'œuvre avec quelques variations. Cette médiatisation offre une formidable chambre d'écho à un discours qui est profondément raciste et profondément négationniste. Et c'est donc sur ce constat que vous me permettez de critique, mais c'est pour ça aussi que je suis là, c'est sur ce constat vraiment que je voudrais terminer, ce qui n'est pas une façon bien sûr de dénier le rôle fondamental qu'a la justice dans la réparation, mais aussi de dire que, bien malgré elle contribue à réifier régulièrement des discours qui, autrement, devraient rester dans les limbes de l'histoire. Je vous remercie. Pour cette immersion dans le procès Meritze.
Je vous invite bien sûr à prendre connaissance dans les prochains jours du livre que vous publiez. Et cette analyse sémantique aussi de ce procès du discours tenu, le procès partir des paroles, des actes négationnistes, politiques. Merci. J'invite maintenant Vincent Leclerc.